Avant de commencer la section 4.4, on va commencer par une petite devinette. Donc, on a ici un plan incliné avec deux objets qui s'apprêtent à rouler sur le plan incliné, puis ils vont faire la course. Premier objet, c'est un cylindre plein de bois, et deuxième objet, c'est un anneau de métal dont la masse, donc, est concentrée là, tout le tour là, sur l'anneau. Okay? Ces deux objets-là, là, il faut me croire sur parole, bien sûr, les deux objets ont la même masse et le même rayon. Et donc, la question que j'ai pour vous, c'est quel objet va arriver en bas du plan incliné le premier? Autrement dit, quel objet va gagner la course? Ça se peut que vous pensiez que les deux objets, étant donné qu'ils ont la même masse et le même rayon, ça se peut qu'ils arrivent en bas en même temps. C'est possible. OK? Donc, on va regarder dans quelques secondes de quoi ça a l'air. Essayez de deviner, d'après vous, quel objet, entre le cylindre de bois plein ou l'anneau de métal, va arriver en bas en premier. C'est parti. Je pense que c'est clair. C'est le cylindre plein de bois qui gagne la course. Comment est-ce que lui peut gagner la course si au final il a le même rayon et la même masse que l'anneau de métal? Eh bien, pour répondre à cette question-là, il va falloir qu'on parle de moment d'inertie. C'est justement le titre de notre section 4.4, le moment d'inertie et l'énergie de rotation. Donc, les objectifs de la section ici, c'est définir ce qu'on entend par le moment d'inertie, calculer le moment d'inertie de certains types d'objets et finalement calculer l'énergie cinétique de rotation d'un système. Alors, c'est quoi un moment d'inertie? Pour y répondre, je vais revenir en arrière sur une définition qu'on a vue au chapitre 2. La définition de l'inertie. Souvenez-vous de ce qu'était l'inertie. L'inertie, c'est la caractéristique d'un objet à vouloir conserver sa vitesse et à ne pas la changer. OK? Et donc, au chapitre 2, ce qu'on a vu, c'est de l'inertie de translation. Donc, c'est des objets qui avaient une certaine inertie, donc qui voulaient conserver leur vitesse de translation constante. Donc, c'est pour ça qu'on disait, souvenez-vous, là, que par exemple, une petite voiture versus un gros camion, bien, la petite voiture a une plus petite inertie parce qu'elle est plus légère. Donc, c'est plus facile de déplacer une petite voiture parce qu'elle a une petite inertie que le gros camion qui, lui, a une grande inertie. On peut maintenant appliquer ce principe d'inertie-là à un objet qui est en rotation. Et donc, pour une rotation, on ne parle plus tout simplement d'inertie, on parle maintenant de moment d'inertie. Et le moment d'inertie se donne avec la lettre majuscule I. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit que le moment d'inertie, c'est l'analogue de l'inertie, mais pour un mouvement de rotation. Donc, si je compare deux objets, par exemple, les grosses roues d'un tracteur ou bien les petites roues d'un tricycle, d'après vous, laquelle des deux roues est la plus difficile à mettre en mouvement? Bien sûr, ça va être la roue de tracteur parce qu'elle est plus lourde, parce qu'elle est plus grande aussi. Et donc, ces deux paramètres-là vont influencer le moment d'inertie de la roue. Et plus le moment d'inertie d'un objet est grand, plus c'est difficile de changer sa vitesse de rotation. OK? Et donc, c'est ça, le moment d'inertie, c'est la mesure de l'inertie, mais en rotation, contrairement à l'inertie de translation qu'on avait vu au chapitre 2. Et donc, ça, c'est ce que je viens de mentionner. Là. Plus le moment d'inertie est élevé, plus il est difficile de modifier le mouvement de rotation de cet objet-là. Donc là, regardons les paramètres linéaires versus les paramètres en rotation. Quand on avait une position linéaire, c'était X. Ben, en rotation, c'est une position angulaire qu'on appelle θ. La vitesse, c'était V. La vitesse de rotation, c'est la vitesse angulaire oméga. L'accélération linéaire, c'était A. L'accélération angulaire de rotation, c'est alpha. La force, au chapitre 2, c'était un paramètre linéaire, mais en rotation, c'est pas nécessairement la force qu'on regarde, c'est le moment de force. Hein, ça, c'est la section 4.2 qu'on a fait là, il n'y a pas si longtemps. Maintenant, si je regarde la masse, c'était ce qui s'oppose au changement de vitesse dans le monde linéaire. Donc, dans le monde angulaire, dans le monde en rotation, c'est le moment d'inertie
qui représente à quel point un objet va s'opposer à son changement de vitesse angulaire, vitesse oméga, ici. OK? Et donc, ce moment d'inertie-là, le I qui est là, comment on fait pour le calculer? Autrement dit, c'est égal à quoi? Eh bien, pour le calculer, on va le démontrer dans un instant, mais il a été défini de telle sorte que l'équation de l'énergie cinétique linéaire, donc le fameux 1/2 mv carré qu'on a déjà vu au chapitre 3, ben on s'est arrangé pour que cette énergie cinétique-là possède essentiellement la même forme dans le monde angulaire. Donc, on retrouve le facteur 1/2. La masse m, ben, c'est comme si on l'avait remplacé par le moment d'inertie, le I qui est là, et la vitesse linéaire qui est là, ben, c'est comme si on l'avait remplacé par son équivalent angulaire, c'est-à-dire oméga, la vitesse angulaire, au carré, bien sûr. Okay? Et donc, c'est cette définition-là qui va nous dicter finalement que vaut I. Okay? Mais donc, pour faire ça, il faut qu'on fasse les démarches, c'est-à-dire partir de l'énergie cinétique d'un point sur un objet pour ensuite aller trouver son énergie cinétique angulaire. Donc, c'est une petite démonstration. Bien sûr, je vous demanderai pas de refaire la démonstration en examen, là. Donc, je la fais rapidement, OK? Accordez pas trop d'énergie là-dessus. Concentrez-vous plus sur les exercices et tout ça. Mais bon, allons-y. Donc, si je regarde, par exemple, un objet ici, qui est un cylindre, et que son axe de rotation, c'est l'axe là, qui passe en plein centre du cylindre, et on peut supposer que ce cylindre-là va se mettre à tourner. Si je regarde la particule, donc une molécule qui a une certaine masse à cet endroit-là, cette particule-là a une masse MI, et elle a un rayon RI qui est son rayon de trajectoire, donc c'est sa position par rapport à l'axe de rotation. Donc on va dire que l'énergie cinétique linéaire de cette particule-là, ben, c'est 1/2 masse de I fois vitesse de I au carré. Par contre, je peux remplacer la vitesse linéaire par R oméga. Hein, ça, c'est ma petite équation de transfert là, du monde linéaire au monde angulaire qu'on avait vu à la fin de la section 4.1. Donc, si je remplace V par R oméga, j'obtiens ceci, RI oméga I. Sauf qu'on avait vu aussi, section 4.1, que la vitesse angulaire d'une particule d'un objet qui tourne va être la même, peu importe où est située la particule. La vitesse linéaire diffère selon la position, mais la vitesse angulaire, elle, ne diffère pas. C'est la même pour toutes les particules. Donc, je peux remplacer oméga I par tout simplement oméga, parce que toutes les particules auront la même vitesse angulaire. Donc, c'est ce que je fais ici. Vous l'avez vu ici. Puis, finalement, je vais additionner toutes les énergies cinétiques de toutes les particules qui composent ce cylindre-là. Donc, on peut dire que l'énergie cinétique totale du cylindre sera la somme des énergies cinétiques de toutes les particules. OK, donc c'est ce qu'on fait. Puis on a remplacé bien sûr le oméga I par oméga tout simplement. Donc à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, étant donné que le oméga ne dépend pas de la particule dont on regarde, ça veut dire qu'on peut le sortir du symbole sommation. Donc on le met en évidence en avant, c'est ce qu'on fait ici. Même chose avec le facteur 1/2. Donc ce qu'il me reste, c'est 1/2 oméga carré fois la somme sur toutes les particules de la masse de la particule fois rayon de la particule au carré. Et à la diapo d'avant, on avait dit que l'énergie cinétique d'un objet, on voulait qu'elle respecte cette forme-là, 1/2 I fois oméga carré. Là, voyez-vous, on a le facteur 1/2 qui est là, on a le facteur oméga carré qui est là, et il reste le facteur I. Eh bien, le facteur I doit représenter la sommation qui est là. C'est de cette façon-là que j'arrive à faire en sorte que cette équation-là correspond à cette équation-là. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le moment d'inertie d'une particule ou d'un objet, plutôt, le moment d'inertie d'un objet, c'est la somme de la masse de la particule fois le rayon de la particule au carré. Et on fait la sommation sur chacune des particules qui composent un objet. Donc, c'est ça, un moment d'inertie. Donc, vous voyez que c'est une sommation. Donc, ça peut devenir assez compliqué, assez rapidement, dépendamment de la géométrie de l'objet. Okay? Puis, pour ce qui est des unités du moment d'inertie I, ben, ce sont des unités de masse fois des unités de distance au carré. Donc, c'est des unités de kilogrammes fois des mètres au carré. Okay? Bon, ça, c'est vu de perspective. Là, c'est si je regardais seulement ma petite
particule qui est là, hein, ben on la voit tourner, donc le rayon de sa trajectoire, c'est ça ici. J'aurais dû mettre l'animation dès le début, en fait. OK, donc, allons-y morceau par morceau. Commençons par regarder le moment d'inertie d'une seule particule qui tourne autour d'un axe de rotation, ici en plein centre, à une distance r. Donc, comme on vient de le voir, le moment d'inertie d'une seule particule, c'est ça ici. Moment d'inertie, masse de la particule fois son rayon au carré. OK. Donc, pour le moment, mon objet est constitué d'une seule particule, donc on peut dire, ben, OK, le moment d'inertie de mon objet, c'est simplement la masse de ma seule et unique particule fois la distance de sa trajectoire circulaire au carré. Maintenant, si je décide d'ajouter une deuxième particule. Donc là, on sait que chacune de mes particules possède un moment d'inertie égal à sa masse fois son rayon au carré. Donc, j'ai deux particules pareilles qui tournent autour d'un axe de rotation, toutes les deux avec un rayon de trajectoire égal à r. Donc là, soudainement, mon objet est constitué de deux particules qui tournent. Donc, on va dire que le moment d'inertie de mon objet au total, c'est le moment d'inertie de ma première particule plus le moment d'inertie de ma deuxième particule. Donc, on va dire, moment d'inertie total, c'est I1 plus I2. Mais chaque moment d'inertie de chaque particule est égal à m fois r au carré. Donc M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré. Puisqu'il s'agit de deux fois la même particule qui sont situées toutes les deux à même distance de l'axe de rotation, je peux laisser faire les indices 1 et 2 et donc j'obtiens masse de la particule fois rayon au carré plus masse de la particule fois rayon au carré. Donc je me retrouve avec le résultat suivant. Le moment d'inertie total de mon objet, c'est deux fois la masse de ma particule fois R au carré. Hein? J'ai juste fait ce terme-là plus ce terme-là. Et donc, je peux continuer. Mettons que j'ai 4 particules qui se mettent comme ça à tourner autour de mon axe de rotation. Toutes les 4 particules ont la même masse et elles tournent avec un rayon R égal. Donc ensuite, quel sera le moment d'inertie total de mon objet ici? Eh bien, vous comprendrez qu'il faudra additionner le moment d'inertie mr carré par particule. Donc j'ai 4 particules, donc on va additionner pour des i allant de 1 à 4. Et donc, on fait les étapes comme on a fait à l'étape précédente, là, quand j'avais 2 particules. Hein, ben là, ici, j'ai 4 particules. Donc, mon résultat va être égal à 4 fois la masse d'une particule fois rayon au carré. Et ainsi de suite. Rendu à 8 particules, ben là, je pense que vous me voyez venir. La masse totale de... le moment d'inertie total de mon objet va donc être égal, encore une fois, à la sommation. Donc, ce sera 8 fois la masse de la particule fois son rayon au carré. OK. Et là, on pousse ça un peu plus loin. Imaginons qu'on a un anneau qui tourne autour de mon axe de rotation. Comment je peux donner le moment d'inertie de cet anneau-là à partir de ce qu'on vient de voir? Parce que là, ici, techniquement, je ne connais pas le nombre de particules qu'il y a dans mon anneau. On s'entend, il y en a beaucoup. Sauf que ce que je peux faire, par contre, c'est que je peux prendre mon anneau et peser l'anneau. De cette façon-là, quand je vais venir faire ma somme des forces sur le nombre de particules ici, je ne sais pas le nombre de particules, mais je sais que ça devra être égal à la masse totale de mon anneau fois R carré. Parce que dans le fond, quand je faisais ça ici, sur 8 particules, ben 8 fois masse de la particule, ben cette expression-là, finalement, c'était la masse totale de mon objet. Okay? Donc, je fais la même chose avec l'anneau. La masse totale va représenter le nombre de particules fois la masse d'une particule. Okay? Et donc, de cette façon-là, je viens de trouver le moment d'inertie pour un anneau. On ne vous demandera pas de faire ces démonstrations-là, bien sûr. Là, on vous le montre une fois, juste pour que vous ayez une idée d'où est-ce que ça vient. Là. On n'a pas inventé ces choses-là. Mais donc, c'est ça. On a la démonstration ici, comme on vient de la voir. Donc, pour un anneau, on fait la somme sur toutes les particules de leur masse fois leur R au carré. Étant donné que chacune des particules sont situées à même distance du centre de rotation, bien, le petit RI est égal finalement au rayon de l'anneau. Donc, je peux mettre en évidence le R au carré qui est là. Et ensuite, il me reste la somme sur toutes les masses de chacune des particules. Donc, la somme des masses MI, ben, c'est la masse totale. Donc, voilà d'où est-ce que ça vient. On retrouve ça ici. OK. Donc, si je reviens à mon vidéo de tantôt, pourquoi est-ce que tantôt, j'avais deux objets qui ont la même masse et le même rayon? Donc, vous vous souvenez de ça, là.
mes deux objets avaient la même masse et le même rayon. Pourquoi est-ce que le cylindre plein a gagné la course? Eh bien, c'est parce que le cylindre plein a un moment d'inertie qui est plus petit que l'anneau. L'anneau, on vient de calculer son moment d'inertie. Hein? C'est ça. Le moment d'inertie d'un anneau, c'est la masse totale de l'anneau fois son rayon au carré. Mais le cylindre, s'il est plein, bien, son moment d'inertie ne sera pas le même. Parce que les particules du cylindre plein ne sont pas positionnées autour du centre de rotation de la même façon qu'elles le sont pour l'anneau de métal, par exemple. Okay? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que mon cylindre plein a gagné la course parce que son moment d'inertie est plus petit. Donc, ça veut dire qu'il est plus facile de changer la vitesse du cylindre plein. Donc, ça veut dire que c'est plus facile de le mettre en rotation de par la gravité versus l'anneau qui est plein. OK? Bon. Là, je vais rapidement passer par-dessus la définition du moment d'inertie du cylindre plein parce que c'est un petit peu compliqué, comme je peux vous le montrer ici. La difficulté avec le moment d'inertie d'un cylindre plein, c'est que je dois encore une fois faire la somme sur toutes les particules qui composent le cylindre plein sur leur masse fois rayon au carré. Sauf que la difficulté ici, c'est que chaque particule que je choisis dans mon cylindre plein a la même masse, ça va, mais elles n'ont pas la même distance R par rapport à l'axe de rotation. Ça veut dire que je ne peux pas mettre en évidence le R comme j'ai pu faire pour l'anneau. Et donc, pour résoudre cette sommation-là, il faut que je fasse un intégral. Et là, l'intégrale, je l'ai posée ici. Évidemment, on ne veut pas que vous ayez à faire des intégrales. Donc là, il faudra me croire sur parole. On intègre sur les petites masses d'un rayon R qui vaut 0 jusqu'à un rayon R qui vaut le rayon total du cylindre. Bon, OK. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, oubliez ça, c'est pas grave. Donc, on fait l'intégrale, ça nous donne ce résultat-là. OK, c'est juste le résultat qui nous intéresse. Donc là, voyez-vous, le moment d'inertie du cylindre plein, c'est 1/2 mR carré, alors que le moment d'inertie de l'anneau, c'était tout simplement mR carré. Donc, vous voyez que le moment d'inertie du cylindre plein est plus petit, à cause du facteur 1/2, que pour l'anneau. Et c'est bien ça qu'on observe, parce qu'effectivement, le cylindre plein a gagné la course, parce qu'il a un moment d'inertie plus petit. Cela explique donc qu'il est plus facile à mettre en rotation que l'anneau. Maintenant, bien sûr, il existe tout plein d'autres objets, mais chacun des objets qui roulent vont avoir un moment d'inertie de cette forme-là. Donc, moment d'inertie d'un objet qui roule, c'est égal à un coefficient C fois la masse totale de l'objet fois le rayon total de l'objet au carré. Le coefficient C dépend de la géométrie de l'objet. Donc, ici, on a 4 exemples. Il existe pratiquement une infinité d'exemples. Donc, par exemple, ici, une sphère pleine, on utilisera le coefficient C qui vaut 2/5. Pour un cylindre plein, on vient de le voir, c'est 1/2. Pour l'anneau, on l'a vu tantôt aussi, c'est un coefficient égal à 1. Pour une coquille sphérique mince, donc ça, c'est essentiellement une sphère qui est vide à l'intérieur, donc juste la coquille, le coefficient, c'est 2/3, etc., etc. Il y en a plein. Évidemment que vous n'apprenez pas ça par cœur. De toute façon, on va vous les donner, ces coefficients-là. Donc, pas besoin d'apprendre à les calculer, pas besoin de les apprendre par cœur, juste savoir essentiellement d'où est-ce que ça vient, puis surtout, qu'est-ce que représente le moment d'inertie. Okay? Non seulement la géométrie d'un objet est important à prendre en considération pour le moment d'inertie, mais aussi la position de l'axe de rotation va avoir une influence. Donc, par exemple, un anneau avec un axe de rotation en plein centre, comme on vient de voir, c'est égal à masse fois rayon au carré. Tandis que si je prends l'axe de rotation de l'anneau à l'extrémité, comme ça, un anneau comme ça va être plus difficile à faire tourner qu'un anneau comme ça. Et donc, pour cette raison-là, le moment d'inertie qu'on va calculer sur un anneau avec un axe de rotation sur une extrémité comme ça va être plus grand. Voyez-vous? Moment d'inertie plus grand que ça, donc ça veut dire que cet objet-là est plus difficile à mettre en rotation que cet objet-là. Même si techniquement, ils ont la même géométrie. C'est juste qu'ils ne tournent pas à partir du même axe de rotation.
Quand un objet ne roule pas, on peut quand même calculer un moment d'inertie. Hein? Par exemple, si je prends une règle, donc une tige mince, là, et que je décide de faire tourner la règle. Bon, donc je la fais tourner sur elle-même. Là. Évidemment, elle ne roulera pas, mais on comprend que la tige peut quand même être appelée à tourner. Donc là, il se passe la même chose. J'ai encore une fois là, un moment d'inertie de cette forme-là. Donc, coefficient C qui peut varier selon la géométrie et selon la position de l'axe de rotation, fois la masse de la tige, fois L, L étant la longueur de l'axe. Pas de l'axe, de la tige. OK? Donc, ici, 2 exemples. Dans les 2 cas, j'ai une tige mince, mais vous voyez qu'on a changé l'axe de rotation d'endroit. Donc, pour un axe qui passe en plein centre, on a un coefficient de 1/12e, mais pour un axe qui est à l'extrémité, c'est un coefficient de 1/3. Donc, 1/3, c'est plus grand que 1/12e. Donc, ça veut dire que cette tige-là va être plus difficile à faire tourner que cette tige-là. À masse égale, à longueur égale, tout simplement parce qu'on a changé l'axe de rotation de place. Donc ça, ce genre de choses-là, là, les coefficients avec l'équation, vous les avez, hein, on vous donne tout ça à l'examen. Donc, juste comprendre le concept, c'est ça qu'on veut ici. Là. Donc, position de l'axe de rotation, de façon plus générale, là, on vous explique ici que plus l'axe de rotation est loin du centre de masse, plus le moment d'inertie est grand, parce que l'objet devient plus difficile à faire tourner. Donc, par exemple, si je vous donne 4 situations, disons un cylindre plein, OK? Le cylindre plein a un centre de masse en plein dans son centre. Donc, si j'ai mon axe de rotation en plein dans le centre de masse du cylindre, donc par exemple ici ça coïncide, ça veut dire que je vais avoir un petit moment d'inertie. Ça va être plus facile de faire tourner cet objet-là. Par contre, si je prends le même cylindre, mon centre de masse ne change pas, le centre de masse reste dans le centre. Mais si je déplace un peu l'axe de rotation ici, bien là je me suis éloigné du centre de masse, donc ça ne concorde plus, donc je vais avoir un moment d'inertie un peu plus grand que ce que j'avais ici. Et bon, même chose ici, je continue d'éloigner mon axe de rotation, donc moment d'inertie encore plus grand que I2. Si mon axe de rotation s'en vient ici, s'éloigne encore plus, ben ça, cet objet-là devient encore plus difficile à faire tourner que cet objet-là. Et ainsi de suite. Donc voici la dépendance. Donc je répète, plus l'axe de rotation est éloigné du centre de masse d'un objet, plus son moment d'inertie est grand. Donc plus il est difficile de le mettre en rotation. Donc c'est ce qu'on voit ici. OK? Donc je m'arrête là-dessus. Ce qui est important à retenir de cette section-là, c'est quoi un moment d'inertie? La façon de le calculer, on vous donne les équations, mais bien sûr, il faut savoir que les équations vont être appelées à changer là, avec le coefficient C, dépendamment de la géométrie et dépendamment de la position de l'axe de rotation par rapport au centre de masse de l'objet.